Le courriel est arrivé à 16h17 un vendredi. Le vendredi après-midi est le moment privilégié par les lâches de bureau car cela leur donne une longueur d'avance pour courir vers leur voiture et s'échapper sur l'autoroute avant même que vous ne puissiez traiter votre colère. L'objet du message était bref, concernant la révision de la rémunération et l'ajustement du troisième trimestre. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai laissé là sur mon écran secondaire, son texte en gras pulsant comme un mal de tête. J'ai pris une lente gorgée de mon thé. En regardant autour de l'open space de Nexia Solutions, une entreprise technologique située dans le quartier de la Défense à Paris, je ne voyais qu'une salle pleine de bruit. À ma gauche, 2 commerciaux jouaient au baby-foot, célébrant un contrat dont je savais qu'ils l'avaient mal structuré. À ma droite, 2 stagiaires en marketing enregistraient une vidéo sur la culture de la performance au bureau. Mon nom est Antoine Vasseur. J'ai 55 ans et je suis le juriste senior spécialisé en contrat ici. En termes clairs, cela signifie que je suis la personne qui lit réellement les documents de 400 pages que l'équipe de vente signe sans même les regarder. Je suis celui qui empêche l'entreprise de donner accidentellement son code source à des sociétés écrans dans des paradis fiscaux à l'étranger. Je suis la glissière de sécurité sur une autoroute où tous les autres conduisent en état d'ivresse. J'ai finalement cliqué sur l'email. Bonjour Antoine, merci pour votre patience concernant votre demande de revalorisation salariale. Nous avons examiné vos indicateurs, qui sont excellents. Cependant, en raison de la réallocation des fonds du troisième trimestre vers des acquisitions stratégiques, votre augmentation s'est perdue dans les méandres du service juridique. Nous n'avons pas le code d'approbation budgétaire pour la traiter ce cycle-ci. Revoyons cela au prochain trimestre. Cordialement, Julien Faure, partenaire commercial RH. Perdu dans le juridique. J'ai fixé ces mots. C'était un mensonge paresseux, presque insultant. Je suis le service juridique. Le directeur juridique, Hubert Maillard, passe 80% de sa semaine à jouer au tennis au club select de Saint-Cloud et les 20% restants à me demander comment fusionner des fichiers PDF. Il ne saurait pas à quoi ressemble un code d'approbation budgétaire même s'il était collé sur sa raquette. C'était la 3e année consécutive qu'il faisait cela. Il y a 3 ans, c'était l'incertitude du marché. Il y a 2 ans, c'était la réorganisation structurelle. Maintenant, mon augmentation était perdue dans le juridique. Pendant ce temps, je savais de source sûre que Julien Faure venait d'approuver une prime de rétention de 12 000 € pour un développeur junior qui avait fait planter notre base de données 2 fois le mois dernier. Je le savais parce que j'avais dû traiter les documents administratifs pour cela. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas tapé de réponse furieuse. J'ai simplement enlevé mes lunettes de lecture, je les ai nettoyées avec un chiffon et j'ai senti un interrupteur froid basculer dans mon esprit. Ce n'était pas de la colère. C'était une clarté totale. Il me traitait comme un meuble de bureau, une chaise fiable sur laquelle on s'assoit et que l'on ignore. Il supposait que parce que j'étais calme, parce que je ne jouais pas au baby-foot ou que je ne portais pas de gilet de sport de marque, je n'avais aucun levier. Il se trompait. J'ai regardé à nouveau l'équipe commerciale. Il célébrait le compte d'Alliance Logistique. C'était le joyau de la couronne de Nexia Solutions, un contrat de 75 millions € avec une énorme entreprise de transport. C'était l'accord qui payait le nouveau bureau vitré du PDG et la machine à expresso de luxe. C'était aussi un contrat que j'avais rédigé. Pas les diapositives marketing, mais le contrat réel. L'accord cadre de service, les annexes d'indemnisation et l'avenant de 60 pages sur les structures de redevance. Je me souvenais clairement de cet avenant. Je l'avais écrit il y a 3 ans, quand Nexia était petite, fauchée et désespérée. Nous avions besoin qu'Alliance signe, mais nous ne pouvions pas leur offrir les capitaux propres qu'ils voulaient au départ. J'ai donc créé un déclencheur de redevance basé sur la performance. C'était complexe, enfoui dans des paragraphes denses de textes arides. Je me suis levé, mes genoux craquants, et j'ai marché vers la salle des archives sécurisées. La plupart de nos fichiers sont numériques maintenant, mais le contrat original d'Alliance avec les signatures physiques était conservé dans un coffre-fort ignifuge. J'avais le code. J'étais la seule personne qui l'ouvrait jamais. La salle des archives sentait le vieux papier et la poussière. J'ai fait tourner le cadran du coffre. Clic-clac. J'ai sorti l'épais classeur bleu étiqueté Alliance Logistique copie exécutée. J'ai tourné à la page 42, clause 17F. J'ai passé mon doigt sur la petite police de taille 10.
dans le cas où le prestataire de service réalise 3 trimestres consécutifs de disponibilité du système à 99,99% tout en traitant plus de 5 Teraoctets de données clients. Le prestataire de jalons reconnaît que les droits de propriété intellectuelle pour l'algorithme de routage central passeront à un modèle de redevance partagée, donnant droit à l'architecte d'origine de la propriété intellectuelle à une commission rétroactive de 0,5% de la valeur brute du contrat, à moins qu'une renonciation ne soit signée par ledit architecte. Je suis allé à la page des signatures. Signé par le PDG d'Alliance. Signé par notre PDG, Guillaume Bertrand. Et sur la dernière ligne, à côté d'Architecte Pays, signé, Antoine Vasseur. J'ai refermé le classeur. La pièce était silencieuse, mais je pouvais sentir l'énergie monter. Mon augmentation n'était pas perdue. Elle était juste ici, cachée à la vue de tous, attendant depuis 3 ans. Je n'allais pas me disputer avec Julien. J'allais donner une leçon aux dirigeants sur la lecture des petits caractères. J'ai mis le classeur dans mon sac. Sortir des contrats originaux du bâtiment viole la politique de l'entreprise, mais le vol de salaire aussi, et je savais que d'ici lundi matin, la politique de l'entreprise serait le cadet de leurs soucis. Pendant le week-end, j'ai travaillé dans mon bureau à la maison. Pas de baby-foot, pas d'équipe de vente hurlante. Juste ma machine à café et mon chat, qui m'observait depuis le bureau. J'avais le contrat. Maintenant, j'avais besoin des données. La clause 17F était un géant endormi. Elle n'avait d'importance que si nos systèmes fonctionnaient exceptionnellement bien. Je me suis connecté à la base de données. J'ai un accès administrateur. Le directeur technique m'avait donné les accès racines il y a 5 ans parce qu'il en avait assez d'approuver mes demandes d'audit, et il avait simplement oublié de les révoquer. J'ai extrait les rapports de performance des 24 derniers mois. Premier trimestre 2023, 99,99% de disponibilité. Deuxième trimestre 2023, 99,995% de disponibilité. Troisième trimestre 2023, 99,998% de disponibilité. Voilà le jalon. 3 trimestres consécutifs de quasi-perfection. Je me souvenais de ces mois-là. L'équipe d'ingénieurs dormait sous leur bureau. J'avais commandé 70 pizzas pour eux. Le PDG s'était acheté une nouvelle voiture de sport pour fêter ça. J'avais reçu une carte cadeau de 50 € pour un café. Ensuite, j'ai vérifié le volume de données. Données clients traités, 12 Teraoctets, 15 Teraoctets, 22 Teraoctets. Tous étaient bien au-dessus de la limite des 5 Teraoctets. Je me suis rassis, la lumière de mon écran se reflétant sur mes lunettes. Le calcul était simple, 0,5% du contrat de 75 millions d'euros représentait 375 000 €. Ajoutez les pénalités rétroactives pour défaut de notification et les intérêts, et Nexia Solutions me devait près d'1 demi-million d'euros. Mais c'était plus que l'argent. J'avais écrit cette clause comme une protection à l'époque où nous craignions une rachat hostile. Les nouveaux dirigeants, embauchés bien après la signature du contrat, n'avaient jamais pris la peine de le lire. Ils traitaient l'accord Alliance comme une vache à lait, ignorant que la clôture autour du champ était électrifiée. J'ai imprimé les rapports. J'ai imprimé les courriels où le PDG se vantait auprès du conseil d'administration de ces chiffres exacts. Je construisais un dossier solide. Le dimanche soir, je me suis assis sur ma terrasse avec un verre de vin de Bordeaux. Je n'ai pas encore appelé d'avocat. Au lieu de cela, j'ai appelé l'avocat de la partie adverse, Rémi Thévenot, le directeur juridique d'Alliance Logistique. Nous avions négocié l'un contre l'autre pendant des années. Nous étions des partenaires de combat qui se respectaient mutuellement. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Antoine, sa voix était grave et calme. Dimanche soir. Soit vos systèmes sont en panne, soit vous démissionnez. Ni l'un ni l'autre Rémi ai-je répondu. Je fais un travail d'audit. Je passais en revue l'accord que nous avons signé il y a 3 ans. Plus précisément l'avenant sur les redevances. Il y eut un long silence au bout du fil. Je l'ai entendu bouger sur sa chaise. La clause 17F a-t-il demandé. Il savait. C'était un excellent avocat et il l'avait probablement signalé il y a des années, sachant que c'était une responsabilité énorme pour nous mais un pari sûr pour Alliance. Clause 17F ai-je confirmé. L'entreprise a manqué aux obligations de notification et de paiement. Les jalons ont été atteints il y a 18 mois et je n'ai pas reçu un centime. En fait,
ils viennent de me refuser mon augmentation liée au coût de la vie. Rémi a laissé échapper un rire sec. C'est incroyablement négligent de leur part. S'ils sont en rupture de paiement envers le créateur de l'API, cela compromet la protection de la licence pour toute la plateforme. Techniquement, Nexia Solutions exploite nos systèmes sans licence valide en ce moment. Techniquement, oui, ai-je dit. Je voulais vous prévenir avant de déposer une plainte officielle. J'apprécie l'avertissement, a dit Rémi. Déjeunons demain. Le restaurant de viande sur la 3e avenue. Midi, j'ai raccroché. Mes mains étaient stables. Je ressentais un profond sentiment de calme. Je n'étais plus seulement un employé. J'étais un passif financier massif, et dès lundi matin, j'allais devenir le problème le plus coûteux qu'ils aient jamais ignoré. Le restaurant était sombre, cher et sentait le feu de bois. C'était le genre d'endroit où les affaires se traitaient à voix basse et où les serveurs savaient ne pas interrompre. Rémi Thévenot était déjà assis à une table d'angle, un verre d'eau devant lui. Il ressemblait à un loup aux cheveux argentés dans un costume gris anthracite. Il ne s'est pas levé quand je suis arrivé. Il a simplement fait un signe de tête vers la chaise vide. « Antoine, vous avez l'air d'un homme qui sait où les cadavres sont enterrés » a-t-il dit. Je me suis assis et j'ai déplié ma serviette. J'ai creusé les tombes Rémi. Bien sûr que je sais où ils sont. Rémi n'a pas perdu de temps. Mon équipe a examiné l'accord ce matin. Vous avez tout à fait raison. La clause 17F est blindée. C'est en fait un morceau de rédaction brillant. Qui vous a laissé mettre ça? L'ancien PDG, ai-je dit. Il était désespéré de conclure l'affaire. Il m'a dit d'ajouter toutes les protections nécessaires pour sécuriser la propriété intellectuelle. Il pensait que cela protégeait l'entreprise des concurrents. Il n'avait pas réalisé que cela protégeait le créateur de l'entreprise. Rémi a souri. Et l'actuel directeur juridique, Hubert Maillard. Hubert pense que la force majeure est une marque de cognac français, ai-je répondu. Rémi a ri, un son bref et tranchant. Il a tapoté un doigt sur la table. Voici la situation du côté d'Alliance. Nous payons Nexia 20 millions par an. Nous dépendons de votre logiciel de routage logistique. Si Nexia est en rupture de ses propres conditions internes de licence de pays, cela crée un risque de conformité massif pour nous. Si vous demandez une injonction, vous pourriez théoriquement geler le code. Je le pourrais, j'acquiescer. Mais je ne veux pas détruire le produit. J'ai construit l'architecture. Je veux juste les redevances que le contrat garantit. Et vous voulez qu'ils transpirent, a ajouté Rémi. J'ai pris une gorgée d'eau. Je veux qu'ils apprennent que perdu dans le juridique n'est pas une stratégie commerciale valide. Rémi a ouvert sa mallette, a sorti un document et l'a fait glisser sur la table. C'est un projet. Alliance prend la conformité des fournisseurs très au sérieux. Si nous découvrons qu'un fournisseur ne paie pas son architecte principal de pays, nous sommes obligés d'émettre une demande d'enquête formelle. Nous exigerons un audit complet de tous les accords de pays pour nous assurer que le logiciel que nous utilisons sous licence est libre de tout engagement. J'ai lu le projet de lettre. Il était adressé à notre PDG, Guillaume Bertrand. Objet, audit urgent de la conformité de la propriété intellectuelle et des redevances. Il exigeait la preuve de la conformité à la clause 17F, énumérait les jalons exacts et demandait une réponse sous 48 heures. Si vous envoyez ceci, ai-je dit en levant les yeux, Hubert va paniquer. Le PDG va hurler. Tant mieux, a dit Rémi. Il nous surfacture des heures de support personnalisé depuis 6 mois. Je cherchais un levier de négociation. Vous venez de m'en donner un. Mais vous réalisez, Antoine, une fois que j'envoie ceci, il n'y a pas de retour en arrière. Ils chercheront la fuite. Ils vous soupçonneront. Ils peuvent soupçonner tout ce qu'ils veulent, ai-je répliqué. Ils ne peuvent pas prouver que je vous ai parlé. Et même s'ils essaient de riposter, le code du travail me protège en tant que lanceur d'alerte. Les représailles contre un employé pour avoir revendiqué des droits salariaux contractuels entraînent des dommages et intérêts triplés. Dommages triplés, a murmuré Rémi en souriant. Un beau terme. Je ferai envoyer cela demain matin à 9h02. Je vous suggère d'être à votre bureau. Le spectacle devrait être très instructif. Je suis retourné au bureau pour l'après-midi. Je me suis assis à mon bureau, j'ai réglé des tickets de support et j'ai aidé un développeur junior à déboguer un flux de données. J'étais coopératif. J'étais visible. À 16h,
Hubert Maillard est passé devant mon bureau. Il portait son sac de tennis, partant tôt pour un tournoi de charité. On se voit mardi, Antoine, a-t-il lancé. Ne travaillez pas trop dur. Bon match Hubert, ai-je répondu. Mardi matin est arrivé. À 9h02, l'email d'Alliance est entré dans nos serveurs. Il est allé directement au PDG, au directeur financier et au directeur juridique. Puisque je surveillais nos files d'attente internes de conformité, j'ai regardé la trace numérique en temps réel. À 9h15, le PDG, Guillaume Bertrand, l'a transféré à Hubert. Objet, transfert audit urgent. Hubert, regarde ça. Probablement juste un spam de conformité standard. Ne laisse pas cela ralentir les discussions sur la fusion. À 9h30, Hubert l'a transféré au directeur financier, Pascal Clément. Objet, transfert audit urgent. Pascal, il pose des questions sur les structures de redevances. En avons-nous d'actives? Envoie-leur juste quelques fichiers financiers de base. À 9h45, l'email est enfin tombé dans ma boîte de réception. Il venait d'Hubert Maillard. Objet, demande Alliance. Antoine, Alliance a envoyé un email formel concernant un audit de pays et la clause 17F. Cela ressemble à du bruit de vieux contrats. Peux-tu rédiger une réponse standard confirmant que nous sommes en conformité? Ne passe pas trop de temps dessus. J'ai besoin que tu te concentres sur les fichiers d'audit pour la fusion. Merci Hubert. J'ai fixé l'écran, retenant un rire. Ils n'avaient même pas ouvert la pièce jointe. Ils avaient vu une clause qu'ils ne reconnaissaient pas, supposé qu'elle n'avait aucun sens et l'avaient transférée à la seule personne dans le bâtiment qui savait exactement ce qu'elle signifiait. Ils venaient de demander à l'architecte du piège de le désactiver. J'ai cliqué sur répondre. Bonjour Hubert, je vais enregistrer cela dans le système. Je dois extraire les archives originales pour vérifier les exigences spécifiques de la clause 17F. Cela prendra quelques jours pour croiser les données. Je vous tiens au courant. Cordialement, Antoine. Pas de problème. Prends ton temps, a répondu immédiatement Hubert. Prendre mon temps. Je n'avais aucune intention de prendre mon temps. J'allais laisser le temps s'écouler. L'avis d'Alliance nous donnait 48 heures pour répondre. Cela signifiait jeudi à 9h02. Si nous manquions l'échéance, Alliance se réservait le droit de suspendre les paiements. J'ai créé un dossier sur mon disque privé crypté nommé Escalade de secours. J'y ai déplacé 3 éléments. Premièrement, l'email des RH refusant mon augmentation. Deuxièmement, l'email d'Hubert me demandant de répondre à l'audit concernant mes propres redevances impayées. Troisièmement, une copie du contrat physique d'Alliance. Je me suis rassis. L'invisibilité dans une entreprise est généralement une malédiction. Mais quand vous préparez un échec et mat, être invisible est l'avantage ultime. J'étais un fantôme dans leur système et ils me tendaient les allumettes. Jeudi est venu et est reparti. Le délai de 48 heures d'Alliance a expiré à 9h02. Je n'ai pas envoyé de réponse. Je n'ai pas rédigé de lettre de conformité. Au lieu de cela, j'ai mis à jour notre système de tickets internes, statut, en attente de révision juridique, en attente de validation de la direction. J'attendais simplement qu'ils fassent leur travail. Ils ne l'ont pas fait. À 17h ce jeudi-là, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Rémi Thévenot. Silence radio disait le message. Vieille technique, ai-je tapé en retour. Ils pensent que c'est du spam. Ils me l'ont délégué. J'examine. Rémi a répondu avec un seul emoji de popcorn. Le vendredi matin, c'était la réunion mensuelle du comité d'audit. Nous nous sommes réunis dans la salle de conférence innovation, qui avait des murs en verre, des chaises inconfortables et une machine à expresso à 20 000 € bourdonnant dans le coin. Pascal Clément, le directeur financier, se tenait en bout de table. Il avait 35 ans, portait un gilet qui coûtait plus cher que ma voiture et parlait avec l'assurance absolue d'un homme qui n'avait jamais affronté de réelles conséquences. Bon, l'équipe, a dit Pascal en frappant dans ses mains. Le paiement mensuel d'Alliance semble bizarre. La comptabilité client dit que le virement est en attente. Quelqu'un sait ce qui se passe. Mon cœur a battu un peu plus vite. Alliance avait gelé le paiement. Rémi avançait rapidement. Probablement juste un jour férié bancaire, a dit Hubert Maillard en faisant tourner un stylo entre ses doigts. Je contacterai leur équipe juridique plus tard.
Fais ça, a dit Pascal. Nous avons besoin que ce flux de trésorerie soit débloqué pour le séminaire de direction du 4e trimestre à Courchevel. Puis une voix calme s'est fait entendre au bout de la table. C'était Olivier Perrin. Il avait 22 ans, était analyste financier junior fraîchement sorti de l'école et malheureusement pour les dirigeants, il était très bon dans son travail. En fait Pascal, je regardais le grand livre des passifs hier, a dit Olivier en tapotant sur son ordinateur. J'ai vu une alerte sur l'onglet des passifs éventuels. Quelque chose listé comme redevance classe B. Cela s'accumule à 0,5% de la valeur brute du contrat. La pièce est devenue silencieuse. Pascal a froncé les sourcils. Redevance. Nous ne payons pas de redevance. Nous sommes une plateforme de logiciels en tant que service, pas un label de musique. C'est dans la base de données héritée, a persisté Olivier, la voix serrée. Clause 17F du contrat Alliance. Le système l'a signalé comme un passif actif parce que la disponibilité de notre système a été très élevée au cours des 3 derniers trimestres. Pascal a tourné la tête vers Hubert. Hubert, de quoi parle le gamin? Hubert a haussé les épaules, l'air ennuyé. Je ne sais pas. Probablement de vieilles clauses standards que les anciens avocats ont laissées. Ignore-les simplement. Je ne peux pas ignorer un passif signalé, Hubert, a dit Olivier, l'air nerveux. Si les auditeurs externes voient cela pendant l'examen de la fusion. Olivier l'a coupé Pascal sèchement. Nous ne payons pas de redevance. Supprime l'alerte. Reclassifie cela comme une anomalie système. Olivier s'est figé. Il a regardé son ordinateur, puis a levé les yeux et a croisé mon regard. Il savait que je m'occupais des contrats. J'ai soutenu son regard, gardant mon visage complètement neutre. Je n'ai ni hoché ni secoué la tête. Mon expression silencieuse lui disait, ne sois pas un héros. Olivier a regardé à nouveau le directeur financier. Mais si le libellé du contrat. Supprime l'alerte, Olivier, a aboyé Pascal. Mon Dieu, pourquoi tout le monde dans ce département veut trouver des problèmes? Nous essayons de valider l'audit pour la fusion. Reclassifie-le pour que nous puissions passer à autre chose. Olivier s'est affaissé sur sa chaise. D'accord. Reclassification en anomalie système. Il a appuyé sur une touche et l'alerte rouge sur l'écran de projection a disparu. Je suis resté assis tranquillement, mon stylo posé sur mon carnet. Il venait de commettre une fraude financière délibérée en supprimant un passif connu devant des témoins. J'ai noté l'heure exacte, 10h14. Le directeur financier Pascal Clément ordonne la suppression de l'alerte de passif de la clause 17F. Olivier Perrin s'exécute sous la contrainte. Antoine, a dit soudainement Pascal en se tournant vers moi. Tu suis le registre de l'API. Nous ne devons de redevance à personne, n'est-ce pas? C'était le moment. Je pouvais mentir et les protéger, ce qui m'impliquerait plus tard, ou je pouvais dire la vérité d'une manière qu'ils étaient trop arrogants pour comprendre. Le libellé du contrat est très spécifique, Pascal, ai-je dit d'une voix calme. La clause 17F existe dans l'accord exécuté. Que vous choisissiez ou non de reconnaître le passif au bilan est une décision comptable, pas contractuelle. Vous voyez, a dit Pascal en se tournant vers la salle. C'est une clause standard, une décision comptable. Et j'ai décidé que c'est 0. Passons à l'article suivant. Il avait entendu exactement ce qu'il voulait entendre. Il pensait que j'étais d'accord avec lui. Après la réunion, mon écran s'est éclairé d'un message Slack d'Olivier. Antoine, cette clause de contrat. J'ai vu tes initiales sur les journaux de rédaction. C'est toi qui l'as écrite, n'est-ce pas? J'ai attendu un moment avant de répondre. Olivier, si j'étais toi, j'enverrais un bref email à Pascal confirmant son instruction de supprimer cette alerte. Mets ton adresse email personnelle en copie cachée. Juste pour que tes dossiers soient clairs. Olivier a demandé si c'était si grave. Fais-le maintenant, ai-je répondu. 10 minutes plus tard, une copie de l'email arrivait dans ma boîte personnelle. Olivier m'avait mis en copie cachée. Il venait de s'acheter une bouée de sauvetage. Quant à Pascal et Hubert, ils venaient de percer un trou dans la coque de leur propre navire pour laisser sortir l'eau. J'ai passé le samedi matin avec mon avocate, Sophie Caron. Elle travaillait dans un petit bureau calme dans une zone d'activité. Sophie était une femme redoutable qui avait passé sa carrière à démanteler des dirigeants d'entreprise. J'ai exposé la chronologie, les rapports imprimés, l'email de rejet des RH,
l'instruction d'Hubert d'ignorer l'audit et mes notes de la réunion de vendredi. Sophie a lu les papiers, le visage inexpressif. Elle tournait chaque page avec un coup sec. Quand elle eut fini, elle enleva ses lunettes. Ils sont incroyablement stupides, a-t-elle dit. Ils sont arrogants, ai-je corrigé. Ils croient que les règles ne sont que pour les gens qui n'ont pas les moyens de les enfreindre. Eh bien, Sophie a souri, montrant des dents blanches et acérées. Les règles sont sur le point de devenir très coûteuses pour eux. Voici notre stratégie. Alliance va déposer une plainte pour rupture de contrat. Nexia va paniquer. Leur premier réflexe sera de trouver quelqu'un à blâmer et ils essaieront de vous licencier pour négligence. Dès qu'ils vous menaceront, nous déposerons la plainte de lanceur d'alerte. Représailles, vol de salaire et violation des réglementations financières. Pouvons-nous gagner, ai-je demandé. Nous ne ferons pas que gagner, Antoine. Nous allons les posséder. Je rédige la lettre de représentation maintenant. Nous la garderons jusqu'à ce qu'Alliance poursuive. À la seconde où ils bougeront contre vous, nous déposons cela au RH. Cela les paralyse. Ils ne peuvent pas vous licencier légalement tant que vous avez une plainte de lanceur d'alerte active concernant le contrat même pour lequel ils sont poursuivis. Cela vous rend intouchable. Je suis rentré chez moi. J'ai passé le reste du week-end à nettoyer ma maison. J'avais besoin de garder mes mains occupées. Le dimanche soir, je me tenais sur ma terrasse regardant la vallée sombre. J'ai pensé aux 5 dernières années. Les nuits tardives, les dîners de famille manqués, les week-ends passés à corriger des erreurs parce que nous étions censés être une équipe. Je leur avais donné mon expertise et ils ne pouvaient même pas m'accorder un simple ajustement au coût de la vie. Votre augmentation s'est perdue dans le juridique et je murmurais à l'obscurité. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de respect. Ils me regardaient et ne voyaient rien. Demain, ils allaient tout voir. Le lundi matin a commencé par la réunion mensuelle générale à 8h45. C'était un rituel d'entreprise où le PDG, Guillaume Bertrand, se tenait sur une estrade en bois dans la cafétéria et disait à tout le monde comment nous changions le monde. La salle était bondée de gens tenant des cafés et ayant l'air épuisés. Guillaume était là-haut portant un t-shirt avec écrit Disrupt sous une veste de créateur. Ce trimestre s'annonce incroyable, a-t-il crié dans le micro. Alliance se développe. Nous sommes sur une trajectoire de croissance de 20%. Je me tenais au fond de la salle, appuyé contre le mur près de la sortie. J'ai vérifié ma montre. Il était 8h52. Pile à l'heure, les doubles portes au fond de la cafétéria se sont ouvertes. 2 hommes en costume sombre et conservateur sont entrés. Ils ne portaient pas de tenue décontractée de la défense. Ils étaient habillés de manière formelle pour un tribunal. Derrière eux marchait Rémi Thévenot. La cafétéria est devenue silencieuse alors que des vagues de confusion se propageaient dans la foule. Guillaume s'est arrêté de parler au milieu d'une phrase, plissant les yeux contre les projecteurs de la scène. « Puis-je vous aider, messieurs ?» a demandé Guillaume. Rémi a marché droit vers la scène. Il n'a pas regardé la foule. Il a gardé les yeux fixés sur le PDG. Guillaume Bertrand a demandé Rémi. « Oui » a dit Guillaume. « Qui êtes-vous » L'un des hommes en costume s'est avancé et a tendu à Guillaume une épaisse pile de papier reliée par un gros trombone. « Vous recevez une signification d'acte » a dit l'homme. « Poursuite civile pour violation de droit d'auteur, rupture de contrat et non-conformité financière délibérée. » Le demandeur est Alliance Logistique. La salle est devenue d'un silence de mort. On pouvait entendre le léger sifflement de la machine à expresso dans le coin. « Qu'est-ce que c'est » a ri nerveusement Guillaume. « C'est une blague. » Pascal. Hubert. Hubert Maillard s'est frayé un chemin à travers la foule jusqu'au devant de la scène. Rémi, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Nous avons une réunion de conformité prévue la semaine prochaine. Nous avions une échéance, l'a coupé Rémi. Sa voix était forte, portant clairement dans la pièce sans micro. Elle a expiré jeudi. Vous n'avez pas répondu à notre avis formel d'audit. En vertu de la clause 17F de l'accord, Alliance résilie immédiatement le contrat de service pour motif grave et demande des dommages et intérêts pour l'utilisation non autorisée de propriété intellectuelle sans licence. Résilier. Le visage de Guillaume est devenu de la couleur de la craie. Vous ne pouvez pas résilier. C'est un contrat de 75 millions d'euros. C'était un contrat de 75 millions d'euros, a corrigé Rémi. Maintenant,
C'est un procès pour 120 millions d'euros, incluant des dommages et intérêts triplés pour violation de propriété intellectuelle et la fraude que nous avons détectée lors de notre examen préliminaire. Fraude a couiné Pascal Clément sur le côté de la scène. Nous avons des preuves documentées que vous avez supprimé des passifs connus concernant les redevances de l'architecte de la PI Adi Rémy. Ses yeux ont balayé le fond de la pièce. Il m'a trouvé. Je n'ai pas fait de signe. Je n'ai pas souri. J'ai simplement ajusté mes lunettes. Rémy a regardé à nouveau le PDG. Votre licence d'utilisation du logiciel de routage est révoquée avec effet immédiat. Vous devez arrêter tout traitement de données Alliance dans les 24 heures, à moins que vous ne puissiez prouver que vous avez réglé les dettes impayées aux propriétaires de l'API. Guillaume a regardé les papiers, les ouvrant frénétiquement. Propriétaire de l'API. Nous possédons l'API. De quoi parlez-vous? Lisez la page 42. Guillaume a dit froidement Rémy. Clause 17F. Vous ne possédez les droits de pays qu'une fois que vous payez la redevance. Vous n'avez pas payé. Hubert a arraché les papiers des mains de Guillaume. Il a parcouru la page et j'ai vu ses mains commencer à trembler. Les papiers s'entrechoquaient dans sa prise. L'augmentation, a chuchoté Hubert, sa voix craquant. L'ajustement du coût de la vie. Il a levé les yeux, regardant par-dessus les têtes du personnel vers le fond de la salle. Il m'a regardé directement. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées. 200 employés ont suivi le regard d'Hubert vers l'endroit où je me tenais près de la sortie. Je ne me suis pas dégonflé. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai commencé à avancer. La foule s'est écartée rapidement, laissant un large chemin. J'ai marché jusqu'au bord de la Seine. Antoine, a dit Guillaume, la voix tremblante. Qu'est-ce qui se passe ici? Je pense, ai-je dit en gardant ma voix calme et claire, que mon augmentation vient d'être retrouvée dans le juridique. J'ai sorti une enveloppe blanche de la poche de ma veste. C'était la lettre de représentation de Sophie Caron et le dépôt formel de lanceur d'alerte. Je l'ai tendue à Hubert. Je crois que ceci vous appartient, Hubert, ai-je dit. Puis je me suis tourné vers Rémy Thévenot. Allons-nous dans la salle de conférence. Nous avons des négociations à mener. Rémy a souri. Après vous, monsieur Vasseur. Nous sommes sortis de la cafétéria ensemble. Derrière nous, le silence s'est brisé dans un chaos absolu. 10 minutes plus tard, nous étions dans la salle de réunion principale. D'un côté de la table siégions Rémy Thévenot et moi. De l'autre côté se trouvaient Guillaume Bertrand, Pascal Clément et Hubert Maillard. Au milieu de la table reposait l'épaisse pile de papier du procès. Le silence dans la pièce était pesant. Guillaume avait l'air d'être sur le point d'être physiquement malade. « Antoine, écoute, nous pouvons arranger ça, a-t-il dit. Nous pouvons débloquer cette augmentation immédiatement. Rétroactivement. 10%. 15%. J'ai laissé échapper un rire doux. Guillaume, nous sommes bien au-delà des 15%. Nous parlons de la clause 17F, savez-vous seulement ce que c'est? C'est une faille que tu as cachée dans le contrat, a crié Pascal Clément. Son visage était rouge et il transpirait. C'est du sabotage. C'est une clause standard de protection de la propriété intellectuelle, a dit doucement Rémy Thévenot. Une clause que votre entreprise a signée, que votre système a déclenchée et que votre équipe de direction a complètement ignorée lorsqu'elle a été notifiée. Nous ne savions pas, à plaider Hubert Maillard. Antoine ne nous a pas prévenus. J'ai regardé Hubert. Je vous ai envoyé un email mardi matin, Hubert. L'objet était demande alliance. Je vous ai dit que je devais extraire les fichiers pour vérifier la clause 17F. Vous m'avez dit de prendre mon temps et de me concentrer plutôt sur les documents de fusion. Vous n'avez même pas ouvert la pièce jointe. Hubert a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. Il savait que j'avais les emails sauvegardés. Voici la réalité de la situation, a dit Rémy en se penchant en avant. Nexia Solutions doit à Antoine 450 000 € de redevances rétroactives plus les intérêts. De plus, parce que vous avez ordonné à votre personnel de supprimer l'alerte de passifs financiers dans votre grand livre, vous risquez une responsabilité personnelle pour fraude comptable. Pascal Clément est devenu pâle. Olivier, a-t-il chuchoté. Ce gamin m'a envoyé un email de confirmation. Olivier est un bon gamin, ai-je dit. Laissez-le en dehors de ça. Que veux-tu, Antoine, a demandé Guillaume, la voix plate et vaincue. Tu veux l'argent. Bien.
Nous paierons les 450 000. Fais juste en sorte qu'Alliance abandonne les poursuites. Si nous perdons ce contrat, la fusion est morte et l'entreprise est finie. Ce n'est pas seulement une question d'argent, ai-je dit. C'est une question de contrôle. Vous avez prouvé qu'on ne peut pas vous confier la propriété intellectuelle. Vous avez essayé d'effacer la dette envers le créateur du système. J'ai fait glisser un papier sur la table. C'était la feuille de conditions que j'avais préparée avec mon avocate, Sophie Caron. 1. Paiement immédiat de toutes les redevances arriérées, totalisant 482 000 € avec intérêt. 2. Excuses formelles internes adressées à l'entreprise pour les erreurs d'administration de la paie. 3. Rétablissement de la clause de redevance avec une clause de pénalité pour tout retard de paiement futur. 4. Mes frais juridiques payés en totalité par l'entreprise. Guillaume a lu le papier. C'est une somme d'argent massive, Antoine. C'est nettement moins cher que de perdre un client à 75 millions d'euros, a souligné Rémi. Alliance n'abandonnera les poursuites que si Antoine signe une renonciation confirmant qu'il a été payé en totalité. S'il ne signe pas, nous sortons par cette porte. Guillaume a regardé Pascal. Pascal a regardé le sol. Hubert tenait sa tête entre ses mains. Et encore une chose, ai-je ajouté. Ils ont tous levé les yeux. Je veux une promotion, ai-je dit. Directeur de la conformité contractuelle et de la gouvernance de l'API. Je rendrai compte directement au conseil d'administration, pas au département juridique. Je ne fais plus confiance à Hubert pour lire mes emails. Hubert a grincé des dents. Je veux aussi la pleine autorité pour auditer toutes les dépenses des dirigeants pour vérifier la conformité avec les contrats des fournisseurs, ai-je continué. Les yeux de Pascal se sont agrandis. Il savait ce qu'il y avait dans les rapports de carte de crédit d'entreprise. Les dîners coûteux, les voyages personnels du week-end, les séminaires de luxe. Tu ne peux pas faire ça, a chuchoté Pascal. Alors Rémi dépose la plainte, ai-je dit. Le processus de divulgation devant le tribunal fédéral exposera de toute façon tous ces dossiers financiers. C'est votre choix, Pascal. Un audit interne par moi, ou un audit fédéral par les tribunaux. La salle de réunion est restée silencieuse pendant une longue minute. Le climatiseur bourdonnait en arrière-plan. Guillaume s'est affaissé sur sa chaise. Il m'a regardé, m'a vraiment regardé, pour la première fois en 5 ans. Il ne voyait plus l'homme calme en pull gris. Il voyait la personne qui détenait la clé de son entreprise. Très bien, a chuchoté Guillaume. Nous allons signer. Excellent, a dit Rémi en sortant un stylo de sa poche. J'ai l'accord de règlement prêt. Je les ai regardés signer. La signature de Guillaume était tremblante. Pascal avait l'air de signer des aveux. Hubert avait juste l'air fatigué. Quand ils eurent fini, j'ai pris ma copie du document. Merci messieurs, ai-je dit. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Il semble que nous ayons un problème de conformité qui s'est perdu dans le juridique. Le virement bancaire a été validé le mercredi après-midi. 482 340 € et 12 centimes. J'ai fixé le solde sur mon téléphone. Cela ressemblait à la liberté. Mais l'argent n'était que le début. La semaine suivante, les changements ont commencé. Le conseil d'administration a annoncé que Guillaume Bertrand se retirait des opérations quotidiennes pour se concentrer sur la stratégie à long terme. C'était une façon polie de dire qu'il avait été mis sur la touche. Pascal Clément a décidé de poursuivre d'autres opportunités. Il a été escorté hors du bâtiment le mardi matin, portant un carton de ses affaires personnelles jusqu'à sa voiture. Mon premier audit de ses dépenses d'entreprise avait révélé des paiements de conseil très intéressants à son beau-frère. Hubert Maillard est resté, mais c'était un homme changé. Il gardait la porte de son bureau fermée, lisant réellement les contrats maintenant. Chaque fois qu'il me croisait dans le couloir, il hochait la tête respectueusement. J'ai pris le bureau d'angle, celui avec vue sur la tour Eiffel. J'ai embauché Olivier. Il est mon analyste senior maintenant. Nous avons une politique simple, nous lisons tout, nous signalons tout et nous n'ignorons jamais une cellule rouge dans le tableur. Alliance est resté notre plus gros client. Rémi et moi déjeunons une fois par mois. Nous ne parlons pas de logiciel. Nous parlons de vin, de voyage et de la bêtise des dirigeants qui pensent pouvoir ignorer les petits caractères. 6 mois plus tard, j'ai reçu un email de Julien Faure au RH. Objet, révision annuelle et ajustement de la rémunération. Bonjour Antoine,
je voulais juste vous informer que votre nouveau programme de rémunération a été entièrement approuvé par le conseil. Aucun problème ce cycle-ci. Cordialement, Julien. J'ai souri. J'ai pris une gorgée de mon thé, le thé vert coûteux que je passe maintenant en note de frais sur le compte de l'entreprise. J'ai cliqué sur répondre. Merci Julien. Assurez-vous de bien l'enregistrer cette fois. Nous ne voudrions pas qu'il se perde à nouveau dans le juridique. J'ai fermé mon ordinateur portable. Le soleil se couchait sur Paris, jetant de longues ombres sur les bâtiments de verre. Cette histoire nous rappelle une leçon fondamentale du monde du travail que beaucoup de dirigeants ont tendance à oublier: ne sous-estimez jamais les employés de l'ombre, ceux qui font leur travail en silence et avec rigueur. Dans nos entreprises modernes, on valorise souvent le bruit, le marketing et ceux qui savent se mettre en avant, mais la véritable stabilité repose sur ceux qui lisent les contrats, qui vérifient les chiffres et qui comprennent les rouages internes du système. L'arrogance et le sentiment d'impunité peuvent transformer un détail technique en un désastre financier majeur. Antoine Vasseur n'a pas cherché la vengeance par la colère, mais par la compétence. Il a utilisé les règles mêmes que ses supérieurs pensaient pouvoir ignorer pour reprendre le contrôle de son destin professionnel. C'est une preuve que la connaissance est le levier le plus puissant, surtout quand elle est combinée à la patience. Et vous, avez-vous déjà découvert un détail ou une clause que tout le monde avait ignorée et qui a fini par changer la donne? Pensez-vous que la discrétion au travail est une faiblesse ou au contraire une force cachée qui permet d'observer les failles de ceux qui se croient intouchables? Partagez vos expériences en commentaire, j'ai hâte de lire vos histoires sur la justice de bureau.